vient de rendre son tablier, lui, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakasende. Et puis l'ancien président du Sénat, Léon Kengo Adondo, a été élevé au rang du Grand Cordon dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Et puis le monde entier célèbre chaque 11 juillet la journée de la population. Vous suivrez dans ce journal le message de la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemboué. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu la causerie morale avec le haut commandement militaire dans la salle des congrès du Palais de la Nation ce samedi 11 juillet 2020. Au cours de ces assises, le haut commandant militaire a renouvelé sa loyauté au chef de l'État, Jean-René Lobo. Koko Molicho nous en parle. En sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce samedi une réunion du haut commandement élargi dans la salle du congrès du Palais de la Nation. Conduit par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussiense, les officiers généraux supérieurs et subalternes de l'armée nationale ont participé à cette importante réunion après près de 3 heures de causerie morale du commandant suprême et la présentation de la situation sécuritaire générale. Le haut commandement militaire a renouvelé sa loyauté auprès du chef de l'État. Nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupe, saisissons l'opportunité que nous offre cette circonstance pour souhaiter et présenter nos vœux de bon anniversaire au président de la République, chef de l'État et commandant suprême, en ce moment précis où notre pays célèbre le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous tenons à rappeler que conformément à la Constitution de la République, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont apolitiques, républicaines, nationales et dissuasives, ont pour mission sacrée la protection des gens et de leurs biens, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de notre indépendance, ainsi que la protection jusqu'au sacrifice suprême des institutions légalement établies, dont la première est le président de la République. En outre, nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupe, restons résolument engagés à ne jamais trahir le Congo, conformément à notre serment, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont le ciment de l'unité nationale. Ce serment traduit également notre détermination à servir la patrie dans la discipline avec abnégation et circonspection. Respectueuse des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement dans l'accomplissement de leur mission régalienne, nous vous assurons que les forces armées de la République démocratique du Congo sont totalement dévouées au service du peuple congolais et à la cause Congo. Elles vous promettent d'exécuter scrupuleusement et correctement toutes vos instructions en vue d'éteindre tous les foyers d'incendie et de neutraliser de manière définitive toutes les forces négatives auteurs de l'insécurité à travers l'ensemble du territoire national, de manière à produire la paix, facteur essentiel pour garantir les investissements producteurs de richesses et du développement de notre pays. À l'issue de la réunion du haut commandement élargi aux commandants régions et des secteurs opérationnels de l'ensemble de notre pays, tenue ce samedi 11 juillet 2020 au Palais de la Nation à Kinshasa, nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupe, réitérons
toute notre fidélité à votre suprême autorité, ainsi que notre attachement indéfectible à votre auguste personne, pour matérialiser votre vision de faire des forces armées de la République démocratique du Congo une armée réellement nationale, professionnelle et moderne. Plus rien à vos ordres, Excellence. C'est pour la deuxième fois que le chef de l'État reçoit le haut commandement militaire après la première réunion d'allégeance en février 2019. Parmi les dossiers traités au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par vidéoconférence, on notera les événements survenus ce jeudi 9 juillet à Kinshasa et dans certaines villes du pays. Suivez plutôt le compte rendu avec le ministre d'État, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Julino Makelele. La communication du président de la République a porté sur 5 points, à savoir 1. Manifestation d'expression populaire via les marches du jeudi 9 juillet 2020 à travers le pays. 2. Élévation au rang de héros national et admission dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. 3. Non-paiement par le gouvernement du segment satellitaire utilisé par la RTNC 1, RTNC 3 et les 2 chaînes radio. 4. Régularisation des cotisations de la République démocratique du Congo vis-à-vis des organisations internationales. 5. Désignation des représentants des ministères au comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique. Des manifestations d'expression populaire du jeudi 9 juillet 2020 à travers le pays. Il a été constaté le jeudi 9 juillet 2020 à travers le pays des manifestations ou événements d'expression populaire dénonçant notamment les irrégularités et les contradictions dans le processus devant conduire à la désignation des membres du bureau de la CENI, et ce, malgré l'interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes pendant cette période d'état d'urgence. Le chef de l'État a indiqué que s'il peut comprendre ces réactions d'exacerbation du peuple face aux couacs et irrégularités constatées jusque-là dans le processus devant mener à la désignation du président du bureau de la CENI, en revanche, il condamne les actes qui ont entraîné la mort de personnes et la dégradation des biens publics et privés. Il exige que toute la lumière soit faite sur ces incidents et que les responsabilités soient établies et les coupables punis. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tunda Kasende, vient de rendre son tablier. Il a déposé sa lettre de démission auprès du Premier ministre Ilunkamba, poste qu'il occupait depuis le 3 septembre 2019. Françoise Bouila et Pompo Umbar pour le reportage. L'équipe Ilunkamba amputée. Ce samedi 11 juillet 2020, le numéro 3 du gouvernement vient de rendre sa démission au Premier ministre, Ilunga Ilunkamba. Je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. En homme d'État, le désormais ex-vice-premier ministre de la Justice exprime sa gratitude pour le soutien dont il a fait l'objet. Tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement
avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'État de droit dans notre pays. Et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Pour rappel, il y a quelques jours, des rumeurs annonçaient le départ de Célestin Tundaya Kasende sans en apporter la moindre preuve. Un communiqué officiel avant de poursuivre ce journal venant de la Cour constitutionnelle. Se trouvant à l'étranger, le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, M. Luamba Bindu Benoît, me charge d'informer l'opinion nationale et internationale que, contrairement aux rumeurs diffusées dans les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue démission de ses fonctions, le président est membre de la Cour constitutionnelle. Il n'en est rien. Il demeure détenteur du mandat de cette qualité jusqu'à son terme au mois d'avril 2021. Il ne s'agit donc que de fausses informations contre lesquelles le présent démenti est apporté, fait à Kinshasa le 11 juillet 2020, signé Ngoï Kalenda Valentin, président de la Cour suprême de justice pour le directeur du cabinet. Double cérémonie ce samedi 11 juillet dans la salle des congrès du Palais du Peuple avec le baptême du livre Kengo Adondo, La passion de l'État, par le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Léon Kengo Adondo a été élevé au rang du grand cordon dans l'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba pour des loyaux services rendus à la nation congolaise, nous disent Eugénie Chabani et Berthe Mukonkoli. Au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous élevons à la dignité de grand cordon de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos mérites et éminents services rendu à la nation congolaise. Il a été décoré par les chanceliers des ordres nationaux, le général Kabulo, au cours de la cérémonie de décoration et de vernissage du livre de l'honorable Léon Kengo Adondo, le président honoraire du Sénat. Cérémonie organisée sous le haut patronage du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, qui a porté ce livre sous les fonds baptismaux intitulé Léon Kengo Adondo, La passion de l'État. Une façon de traduire son souci d'honorer cet homme d'État qui est son prédécesseur à la Chambre haute du Parlement, qui vient de totaliser 62 ans de vie politique marquée par l'exercice des hautes fonctions dans les 3 pouvoirs régaliens de l'État, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Un tel parcours ne pourrait être le fait du hasard ou des malencontreux accidents du destin, mais plutôt la résultante d'un travail acharné, d'une vision de grandeur, d'un sens réel de l'État et de ses exigences. Il a tenu à lui rendre hommage de son vivant et non à titre posthume comme il est de coutume. Son parcours politique de 62 ans et le choix de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba comme président de l'UDI et plusieurs fois ministre de son gouvernement sera gravé en lettres indélébiles pour le président du Sénat. Une carrière marquée par son credo, l'excellence et la rigueur. Auparavant, le président de la Cour d'appel, émérite ancien conseiller du président Léon Kengo Adondo, a présenté cet ouvrage qui est un testament de l'auteur de 385 pages, préfacé par Monseigneur Laurent Mosengo Passigna. La cérémonie était ponctuée d'intermèdes musicaux. S'en est suivi la lecture critique du livre par le sénateur Célestin Kabuya Lumuna, sociologue et professeur à l'université de Kinshasa. Ses amis Léon Ngoulou et Gilbert Kiakwama ont fait les témoignages. La cérémonie était également marquée par la remise des fleurs par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, à son prédécesseur et aussi de l'épouse de l'honorable Kengo Adondo.
L'humanité tout entière célèbre le 11 juillet de chaque année la journée mondiale de la population. Accès équitable à la population familiale, c'est le thème retenu à l'échelle mondiale. Occasion pour le vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemboué, d'adresser un message à la nation. Elle est au micro de Peggy Mukunda. Le choix de ce thème a été dicté par le fait que la crise provoquée par le coronavirus a fait des ravages dans le monde entier. Mais tout le monde n'est pas touché de la même manière. Les femmes, qui représentent la plus grande partie des agents de santé de première ligne, par exemple, sont plus exposées à cette pandémie que d'autres catégories. Partout ailleurs, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, ce qui affecte la disponibilité des contraceptifs et accroît le risque de grossesse non désirée. Alors que les pays sont bloqués et que les systèmes de santé ont du mal à faire face à cette nouvelle donne, les services de santé sexuelle et reproductive sont mis à l'écart et la violence sexuelle est basée sur le genre est en pleine progression. Les recherches récentes du Fonds des Nations Unies pour la population révèlent que si la tendance actuelle se poursuit pendant 6 mois avec des perturbations majeures des services de santé, 47 millions de femmes dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires pourraient ne pas être en mesure d'accéder à des contraceptifs modernes, entraînant 7 millions de grossesses non désirées. On peut également s'attendre à 31 millions de cas supplémentaires de violences sexuelles. En République démocratique du Congo, la réponse à la COVID-19 déterminera à quelle vitesse nous allons nous rétablir et savoir si nous atteindrons ou non les objectifs du développement durable ODD en sigle à l'horizon 2030. Que vive la journée mondiale de la population 2020, que vive la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Une ligne de transport électrique haute tension de 320 kV Kalumbi-La-Kolwezi se pour bientôt. Un atelier de validation des études de faisabilité du dit projet a eu lieu sous la direction du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Reportage Mireille Ndeke. C'est dans les soucis d'améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique en RDC au grand bénéfice de la population et des industries congolaises qu'a été motivé ce projet d'interconnexion entre la RDC et la Zambie. Il s'agit précisément de la ligne de transport électrique haute tension 330 kV Kalumbi-La-Kolwezi. Cet atelier consacré à l'étude de faisabilité du dit projet a permis de lever des options sur la bonne stratégie de construction de cette ligne de transport électrique de manière rationnelle, efficace et efficiente, comme l'a indiqué le directeur du cabinet Louis Kaindo, représentant du ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouanzi Mumbembe, dans son mot d'ouverture. La stratégie gouvernementale consiste à mobiliser et promouvoir tant les initiatives publiques que celles privées dans le secteur de l'électricité, sur le fond de la diversification de l'exploitation des ressources énergétiques et des activités énumérées ci-dessus, convaincu que seule la synergie de ces initiatives peut sortir la République démocratique du Congo de ce cycle infamant par sous-alimentation en énergie électrique. Dans cette perspective, sous le leadership de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, le gouvernement s'est résolument engagé à soutenir et accompagner les opérateurs privés dans la réalisation du projet, et ce, dans une logique de partenariat gagnant-gagnant.
Il y a lieu de rappeler que la réalisation de ce projet a été donnée à l'entreprise Power SARL dans le cadre de la libéralisation du secteur de l'électricité et l'ouverture du marché, comme le soutient la loi numéro 14/01 du 17 juin 2014. Cette ligne de transmission de 330 kV Kalumbila-Kolwezi, une fois réalisée, favorisera également le développement économique et l'intégration régionale. Plusieurs hectares du sud de la zone économique spéciale de Maluku ont été spoliés, constat fait par une mission d'inspection de l'agence de zone économique qui n'a pas hésité de procéder à la démolition de quelques constructions anarchiques. Un reportage de Betty Amani rendu par Eric Kabamba. C'est une descente pour lancer une dernière mise en garde aux spoliateurs du site de la zone économique spéciale de Maluku. À la tête de cette forte délégation, le chargé des missions de l'agence de zones économiques spéciales AZES, Ogibolanda Menga, qu'accompagnait le ministre provincial de l'urbanisme Sam Leka, les auxiliaires de la justice et les experts du ministère de l'Industrie venus s'inquiéter de la situation. Sur place, la désolation est bel et bien visible. Plusieurs hectares de ces sites ont été spoliés par certains particuliers et ont construit même de maisons de fortune pour réserver chacun son espace. Après avoir montré et remis toutes les pièces au bourgmestre de Maluku, l'arrêté consacrant l'octroi de ces sites et la carte de délimitation, cette autorité municipale a instruit la démolition de ces constructions anarchiques sur ordre du ministre provincial. Une décision vivement saluée par Ogibolanda. Le ministre de l'Industrie, qui est la tutelle de l'agence de zone économique spéciale, nous a instruit. Dès qu'il a appris ça, il a dit allez sur terrain, vérifier. Faites-nous rapport pour qu'au niveau du gouvernement, nous puissions voir ce qu'il faut faire. Normalement, cet espace ici, il est prévu qu'on puisse mettre ici 2 grands projets. On va faire ici un parc technologique ici, dans les 50 hectares ici. Les récalcitrants vont subir la rigueur de la loi, a lâché le ministre provincial de l'urbanisme. Vous avez vu aujourd'hui, nous sommes avec les bourgmestres, nous sommes avec les chefs de quartier, nous sommes avec les chefs des services de l'urbanisme, nous sommes avec la sécurité. Nous sommes avec la justice, c'est pour arriver à mettre en garde tout celui qui va oser, il sera arrêté. Pour mettre fin à cette série de spoliations, l'AZES compte dans les tout prochains jours mettre des pancartes et autres signalisations pour sécuriser ces sites. Les nouvelles technologies dont l'apprentissage, les startups congolais s'investissent pour apporter leur contribution. SchoolDup, un outil Made in Congo d'enseignement à distance, a été présenté au conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, Dominique Migisha. Cédric Enina nous en parle. Et ce serait-elle à la pointe de la technologie en Afrique centrale? Les initiatives des entrepreneurs jeunes du pays illustrent bien cette ascendance qui nécessite l'appui des pouvoirs publics. Ces tablettes SchoolLab contiennent toutes les leçons possibles pour faire des élèves du primaire et du secondaire des têtes bien faites. Présentées devant le conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique et la porte-parole adjointe du chef de l'État, ces outils vont servir à moderniser l'enseignement de base et les classes supérieures. Avec ces tablettes, ça permettra finalement d'avoir un nivellement et que tout le monde puisse accéder donc au même contenu. Donc c'est vraiment un plaisir de voir cette start-up montrer que les jeunes Congolais, les jeunes entrepreneurs peuvent réussir, peuvent trouver des partenaires financiers, des partenaires économiques et donc je ne peux que les encourager. C'est une grande avancée que le chef de l'État avait encouragée. Il croit beaucoup, en tout cas il soutient la jeunesse congolaise, il soutient ce que fait la jeunesse congolaise. Moi je me rappelle en tout cas qu'on avait été à Abuja avec un groupe des jeunes et donc il est très fier d'avoir des jeunes comme ça qui participent à apporter quelque chose dans cette société. Donc il ne faudrait pas seulement qu'il y ait une catégorie des gens à se plaindre, à dire que ça ne va pas, il y a des choses qui ne décollent pas dans ce pays, mais que tout le monde puisse savoir qu'il est responsable, que tout le monde puisse se dire qu'il a un rôle à jouer. L'objectif visé est d'en faire un outil de travail pour enseignants et élèves en vue d'établir une sorte d'interactivité à distance et le directeur général de SchoolLab, Pascal Kanik, en est conscient. Chaque 11 juillet, l'Afrique tout entière célèbre la journée de lutte contre la corruption. En RDC, une matinée de sensibilisation a été organisée à l'intention des agents et fonctionnaires de l'État. Plus de détails avec Eric Kabamba.
Combattre la corruption par des systèmes judiciaires efficaces et efficients, c'est autour de ce thème que l'Afrique tout entière a célébré la journée des luttes contre la corruption. Une thématique calquée expressement sur la vision ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la justice congolaise une justice indépendante. Révélation faite aux agents et fonctionnaires de l'État par le directeur général de l'OCEP, Saint-Augustin Mwendambali, au cours de cette matinée de sensibilisation, bien avant de lancer un message interpellateur à l'assistance de combattre la corruption sous toutes ses formes au sein de l'administration publique. Autant d'actions qui montrent qu'à mi-année, le président de la République a réalisé 70% des activités qu'il a lui-même déclinées. Les coordonnateurs de la coordination du changement de mentalité, Jacques Kangoudia, a appelé l'OCEP à intensifier sa lutte pour combattre les antivaleurs conformément à la vision du chef de l'État en vue de créer un nouveau type d'homme congolais. Prenant la parole à son tour, la ministre de la fonction publique, Yolande Bongo, a souligné les efforts qu'entreprennent les gouvernements congolais pour bouter ces fléaux hors de la fonction publique. La cérémonie de ce jour intervient dans un contexte particulier de la pandémie à Covid-19, quelques jours après la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, où tout Congolais aspire au bien-être social. Juste après, les participants ont été largement édifiés sur le discours de quelques experts des droits qui ont souligné noir sur blanc toutes les peines prévues par la loi pour sanctionner ceux-là qui se livrent à des pratiques de la corruption. Ces agents publics sont sortis donc aguerris des enseignements reçus au cours de cette journée, clôturée par le directeur de cabinet du Premier ministre. Le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, a échangé avec le représentant des Médecins sans frontières en RDC. Au menu, le volume d'activité de cet ASBEL depuis sa création vers les années 1981 en République démocratique du Congo. Sandra Wallo et Patrick Kachala. Un tête-à-tête entre les représentants de Médecins sans frontières en RDC et le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, de faire le point sur la mission de cette structure sanitaire. Plusieurs heures d'échange pour ces représentants de Médecins sans frontières d'étaler les différentes activités du MSF sur les urgences faites en matière de vaccination dans la recherche thérapeutique et opérationnelle dans 10 provinces de la RDC depuis 1981. Cette association sans but lucratif intervient également dans la prise en charge des malades du coronavirus. Des points assez généraux et plus particulièrement quelques questions relatives aux réponses et ripostes aux urgences dans lesquelles MSF est impliqué en ce moment, que ce soit la rougeole, que ce soit le choléra ou la 11e épidémie d'Ebola, Mbandaka. Un échange productif, des perspectives de travail ensemble et une bonne écoute, c'était très intéressant. Le MSF réitère son engagement au ministre de la Santé en sollicitant une bonne collaboration dans le cadre du renforcement des capacités du personnel médical avec plus de 400 projets dans différents domaines de la santé. Le ministre de l'Environnement a signé une note circulaire numéro 004 qui stipule la désinfection de tous les bâtiments de travail. Raison de la désinfection, c'est samedi du bâtiment du Fonds forestier national. Lopez Kakouba nous en parle. C'est samedi 11 juillet 2020, dans la matinée, le bureau du Fonds forestier national a subi une désinsectisation de fond en comble. Le but étant d'éliminer les risques de contamination au coronavirus, car les virus en soi ne circulent pas, mais ce sont les hommes, insectes, rats qui les déplacent. D'où l'essence de l'opération de ces jours qui succède la dératisation survenue vendredi et précède la désinfection de locaux prévus ce dimanche. Présent et à pied d'œuvre, les chargés de mission adjoints Jean-François Beaufoy dit Tuntumba, les seconds de Alain Kalangiro, a salué la nouvelle dynamique imprimée par le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo, qui vise à désinfecter les lieux publics avec le concours de la direction d'assainissement. Son Excellence Maître Nyamugabo a rendu public une note circulaire relative à la désinfection obligatoire sur tout le territoire national
dans le but d'assainir les milieux de travail pour prévenir aussi la contamination à certaines maladies causées par l'insalubrité et la pollution de l'air. Le Fonds forestier national étant un établissement public a saisi cette opportunité et c'est conforme à cette circulaire. Notons par ailleurs que ces actions se poursuivront en province, en plus des opérations déjà menées notamment au Palais du Peuple, à l'hôtel du gouvernement et à la Cité de l'Union africaine, la fonction publique et récemment à l'hôpital Mabanga dans le cadre d'un projet chapeauté par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Le ministre des Droits humains a fait la ronde de quelques centres de santé et hôpitaux qui ont accueilli les blessés victimes des événements du 9 juillet dernier. André Litté s'est indigné et invité les uns les autres au bon sens et au respect des droits humains. Lucie Lavichissenda. Les incidents survenus ce jeudi 9 juillet dans la ville-province Kinshasa en particulier lors de la marche non autorisée des manifestants contre la désignation de M. Ronsard Malonda au poste des présidents de la CENI n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République. C'est dans ce cadre que le ministre des Droits humains, André Litté ACBA, a effectué ce jeudi 10 juillet la visite aux victimes de ces actes barbares. Le ministre des droits humains s'est rendu d'abord au centre médical de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise situé sous l'avenue Victoire dans la commune de Kasavubu. Ici étaient hébergées 23 personnes blessées dont 19 policiers et 4 civils qui ont déjà quitté ce centre à la demande de leurs familles respectives. Ensuite, André Litté ACBA s'est dirigé au centre médical du camp Lufungula dans la commune de Lingwala où un policier a été blessé grièvement à l'œil. Dernière étape de sa visite, le centre Bondeko dans la commune de Limete qui accueille plusieurs blessés. Partout où il est passé, le ministre des Droits humains a reçu des explications des médecins sur la prise en charge des compatriotes et a insisté sur la bonne prise en charge de tous les blessés et des policiers touchés en plein exercice de leur métier. Il a émis le vœu de voir ces vaillants éléments reprendre dans les brefs délais leur mission, celle de protéger les personnes et leurs bien. André Litté ACBA a à l'issue de cette ronde souligné que les enquêtes seront ouvertes afin d'établir les responsabilités et que les coupables subissent la rigueur de la loi. Il a demandé que les responsables des partis politiques sensibilisent leurs militants sur le respect des droits de l'homme. Le gouvernement provincial du Lualaba a totalisé ce 11 juillet une année depuis son investiture. Que de réalisations 12 mois après, le gouverneur du province, Richard Mouyej, a dressé un bilan à mi-parcours. Oscar Mbalkaïch pour les commentaires. Le développement d'une province n'est qu'une question de volonté politique. Richard Mouyej l'a compris. Les jours passent vite et ne se ressemblent pas. Au total, 12 mois, c'est 11 juillet 2020, depuis l'investiture du gouvernement provincial du Lualaba. Une année consacrée totalement au travail. Les résultats sont palpables dans plusieurs secteurs de la vie de cette province. Par souci de redevabilité, Richard Mouyej Manguesmans se devait de rendre compte à mi-parcours de son action à la tête de la province. Le désormais célèbre pont de l'alternance, dont les travaux ont pris 8 mois, a été inauguré le 30 juin 2020, date commémorative de l'indépendance de la RDC. C'est tout un symbole, en hommage aux 2 acteurs clés de cet événement historique et unique à son genre, dixit le gouverneur du Lualaba. Arrivé à Kolwezi en novembre 2015, l'équipe de Richard Mouyej se devait d'offrir à cette province des infrastructures immobilières dignes de ses noms pour abriter les nouvelles institutions provinciales. Ainsi, l'hôtel du gouvernement est sorti des terres, vouloir ses pouvoirs, dit-on. Et Richard Mouyej d'ajouter, je cite, « Il nous arrive d'entendre des gens affirmer, peut-être naïvement, que la province a énormément de moyens et que l'allure de développement aurait dû être plus remarquable, c'est possible. Mais comme nous n'avons aucune idée de leur base d'appréciation, nous craignons que ce soit un problème d'esprit, donc difficile à considérer. Il est vrai que le Lualaba est donc la catégorie des provinces qui ont des atouts qui offrent la possibilité de croissance, mais les Katanga en détenaient plus. Il faut aussi et surtout, pensons-nous humblement, la volonté politique, l'amour pour la province et l'attachement à la patrie. Fin des citations. D'autres ouvrages d'importance capitale sont en pleine érection. Le gouvernement provincial du Lualaba ne compte pas s'arrêter là. Les routes Kolwezi, Dilolo, Kapanga, Ngouba, Lubudi,
Muchacha et Sandoa, en passant par celle des Kassaji et des communes rurales de Kisenge, figurent parmi les priorités de l'exécutif provincial. C'est ce qui explique l'acquisition par la province d'un atelier moderne, des engins de terrassement, de nivellement et de transport pour rendre les routes carrossables en toute saison. Les défis sont énormes, la dynamique est déjà amorcée et va se poursuivre, a conclu les patrons de la province. Poursuite campagne de salubrité dans la ville de Kinshasa, le coordonnateur Kinbopeto Germain Poundou a eu un face-à-face avec les représentants de chaque commune, nous dit Christine Lenzo. Poursuivant sa sensibilisation à travers la ville pour rendre Kinshasa propre, le coordonnateur national de ce programme, Germain Poundou, a réuni les coordonnateurs de toutes les communes de la ville de Kinshasa. Occasion pour lui de les appeler à lutter contre la saleté dans leurs entités. Pour ce faire, une sensibilisation devra être menée au niveau des quartiers et autres avenues pour maintenir la ville de Kinshasa propre. Germain Poundou a aussi conscientisé ses coordonnateurs communaux de Kinbopeto à faire de leur mieux pour épargner la ville de Kinshasa de la nuisance sonore. Ces idées ont été enrichies par la suite lors d'un débat et échange qui s'en était suivi. Au finish, ils ont insisté tous pour le maintien de l'enterrement directement après la morgue, tel que décidé durant cet état d'urgence décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était avant de mettre l'accent sur le respect des mesures barrières pour lutter efficacement contre les coronavirus. Cette loi n'est pas éternelle, donc nous arriverons bientôt au fait que l'urgence sanitaire sera levée, mais Bopeto doit continuer. Pendant le confinement, il y a eu quelques relâchements par-ci, par-là. Et là, nous voulons que les coordonnateurs Bopeto rentrent vraiment dans un travail assidu pour que notre ville puisse renouer avec la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka. C'est dans cette optique que j'ai réuni tous les coordonnateurs communaux, leurs adjoints et les directeurs des opérations Bopeto, les chargés des opérations de chaque commune. Après la dite réunion, le coordonnateur de Kinbopeto Germain Poundou a organisé une visite dans quelques avenues de la commune de Kalamou, un spectacle pas beau à voir car la saleté sautait à l'œil nu, ce qui a poussé Germain Poundou à exiger la fermeture de quelques boutiques et restaurants ne répondant pas à l'hygiène exigée. Ils ouvriront leurs portes moyennant paiement des amendes. Les travaux de construction du centre de traitement et de captage d'eau à Lemba Imbu évoluent bien. Le constat a été fait ce samedi 11 juillet par les conseillers principaux du chef de l'État en charge des mines et énergie et celui des infrastructures. Ils étaient accompagnés par le directeur général de la Régie des eaux. Plus de détails dans cet élément de reportage. Voilà à quoi devra ressembler dans le tout prochain mois l'usine de traitement et de captage d'eau en construction sur le site Lemba Imbu. Tout est déjà sur place pour voir cet ouvrage sortir des terres. Les travaux du premier module, d'une capacité de 38 000 m3 par jour extensible à 220 000, ont débuté depuis le 1er juillet 2019 avec l'appui de partenaires sud-coréens. Les conseillers principaux du chef de l'État en charge de mines et de l'énergie et celui des infrastructures qui se sont fait accompagner par le directeur général de la Régie des eaux ont visité ce samedi cette usine de traitement et de captage d'eau. Outre les explications techniques, la délégation de la présidence de la République a visité tous les compartiments du chantier. La réalisation de ce vaste projet devra améliorer à la fois le niveau des dessertes en eau et des conditions de vie, surtout sanitaires de la population, qui est souvent touchée par des maladies hydriques. Les communes de Kimbanseke, Kinseso, Matete, Njili, dans l'est de la ville, seront prioritairement desservies de cette eau. Prévus pour 33 mois, ces travaux connaissent un taux d'exécution physique de 22% sur 25 initialement prévu à ces jours. Cette visite s'est par la suite poursuivie au site de captage d'Njili, station de pompage, où devront débuter d'ici la fin de ce mois les travaux de réhabilitation et de protection des ouvrages. Financée par la Banque mondiale, cette usine comporte 3 modules ayant chacun une capacité de traitement d'eau potable de 110 000 m3 par jour.
Des modules construits respectivement en 1976, 1982 et 2008. C'est à l'étape du centre de traitement d'eau de Kingabwa que la grande mission d'inspection de la délégation présidentielle dans les installations de la Régie des eaux a pris fin. Avec cette visite, j'ai deux sentiments. Le premier est un sentiment d'encouragement. Je me félicite parce que, à voir l'état actuel de la Régie des eaux et de ces machines, l'équipe qui maintient ces machines à tourner sont à féliciter. Ça, c'est le premier sentiment. Le second, quand même un sentiment aussi de tristesse. À voir la capacité des eaux que nous avons à travers notre pays et que nous puissions avoir ce déficit en eau potable. Voilà, nous avons un communiqué nécrologique avant de terminer ce journal. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, a la profonde douleur d'annoncer aux combattantes et combattants ainsi qu'aux amis et connaissances le décès ce vendredi 10 juillet 2020 à Kinshasa de Madame Cécile Ntumba-Seyar, secrétaire nationale honoraire des partis. L'UDPS Tshisekedi salue respectueusement les bons loyaux services rendus par cette combattante pendant la dure période du combat pour la conquête du pouvoir. Le président du parti présente ainsi ses condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu et l'ensemble de notre famille politique, que son âme repose en paix. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement, fait à Kinshasa 10 juillet 2020. Ce communiqué est signé Augustin Kabouya Chilumba. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous les héros dans l'ombre. Prochain rendez-vous d'information, c'est tout à l'heure à 22h dans une présentation signée Pierrot Mbouyou Saïdi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à très bientôt.